Bonjour Jean-Claude Pomerleau. Dans le cadre des vidéos que nous faisons pour essayer de comprendre la situation, nous amenons aujourd'hui une suite à l'histoire que tu as couvert la dernière fois, qui était la négation de la nation. Vigile a entrepris une réflexion sur la situation et le constat est que après 50 ans, on est dans un cul-de-sac et que le parti qui portait le projet est en train de disparaître, carrément. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'on a fait à date et puis de ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, c'est ça. Bien, le constat, il s'impose, là, hein? On voit que le projet souverainiste est en train de s'éteindre. En fait, ce qui s'éteint, c'est une approche du politique qui était, sur le thème qu'on a développé, c'était une illusion, savoir concernant cette approche-là. Premièrement, on a fait une capsule sur la fin du référendisme pour démontrer que le référendum n'avait aucune chance d'être effectif, qu'en fait, ce qui joue, c'est les rapports de force, et pour Ottawa, la force primait le droit. Et donc, dans une autre capsule, ce qu'on a tiré comme conclusion, c'est que si le référendum n'avait aucune effectivité et que même ça pouvait mener à une fatalité pour le Québec parce que, entre autres, c'est Stéphane Dion, dans son livre en 2007, qui nous dit qu'il y avait eu la tâche ingrate de démembrer l'État du Québec, le territoire, pour attribuer des portions à un et à l'autre. C'est dans son livre, là. Alors donc, on voit qu'il n'y avait aucune intention de reconnaître une victoire du oui, hein. C'était plutôt le contraire. Donc, si ce référendum-là n'avait aucune chance d'être effectif, c'est que le droit à l'autodétermination, c'était l'autre capsule qu'on a faite, ce droit-là est une fiction politique. Et donc, ça pose le problème. On n'est pas rendu plus loin dans notre lutte que de garantir ce droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le faire reconnaître de manière statutaire par l'État fédéral. C'est là qu'on est. Et donc, toute cette démarche-là, durant 50 ans, où on se maintient dans les illusions, ça met en cause, puis c'est assez grave parce que on est dans un déclin, ça met en cause le travail disons, du corpus intellectuel, on pourrait appeler ça comme ça, qui qui proposait ce projet-là souverainiste, qui nous présentait une compréhension de la politique avec des stratégies qui viennent avec, puis des tactiques, etc. Donc, ça, c'est, on pourrait dire que ça l'a failli, tu sais, pour ne pas dire que c'est une faillite. Et puis, il y a plusieurs ouvrages qui ont été faits dernièrement pour rebrasser les idées, essayer de comprendre la situation et puis savoir où ça achoppe finalement. Et puis, il y a un livre qui est intéressant là, parce que c'est celui qui a reçu le prix Richard Arès, qui est une contribution d'un ouvrage politique le plus significatif de l'année. Et puis, c'est La régression tranquille de Rodrigue Tremblay. Et puis, j'étais là hier, j'ai été acheter ce livre-là. J'ai eu l'occasion d'échanger avec. M. Rodrigue Tremblay était ministre sous le gouvernement de René Lévesque, qui a quitté autour du référendum de 80. Et c'est un professeur émérite. C'est un intellectuel de haute stature. Et puis, il y a des choses à dire. Puis, malheureusement, ce livre-là n'a pas été couvert par les médias de grand public, disons. Mais il y a des choses à dire. Ce monsieur-là, on va peut-être avoir la chance d'y revenir. Mais donc, la régression tranquille, et le titre dit tout, hein?
On est inscrit dans une régression. Et au point de vue démographique, je rappelle encore Statistique Canada qui nous dit qu'en 2036, on va être au Québec 70 % de langue maternelle française. Alors, il y a une urgence, il y a un défi existentiel qui se précise de plus en plus, d'où l'importance de revenir puis comprendre à quel moment, pourquoi on est inscrit dans cette perspective-là du déclin et pourquoi les intellectuels n'arrivent pas à nous placer dans la réalité de la situation puis nous indiquer des stratégies à suivre pour relever ce défi existentiel-là. Il y a, juste en signaler en passant, il y a aussi un autre livre de David Leroux qui est très bon, Anesthésie générale. Tu sais, parce que là, tu es dans la bulle, puis vraiment, tu es endormi, puis tu tiens à dormir. Là, tu sais. Bref, on a, dans les capsules qu'on a faites, on en a fait une sur justement les intellectuels. Et puis, ça s'appelle du conservatisme au libéralisme, au cul-de-sac. Hein? Et là, on parle là de M. Yvan Lamonde, Un coin dans la mémoire. Ce livre-là, pour le résumer simplement, c'est que pour lui, le problème qui s'est posé, c'est que il y a une part de conservatisme qui est dans notre mémoire historique, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et puis, d'où le coin dans la mémoire pour s'en débarrasser. Et puis, cette part-là nous retient dans l'immobilisme et nous empêche de passer le projet du culturel au politique. Grosso modo, c'est ça. Et il reproche à Lionel Groulx d'être, mettons, la figure là, de référence de ce conservatisme-là. Okay. Il y a aussi, qui sont des Jean Lamort, Maurice Séguin, parce que Maurice Séguin, il fait un résumé de Maurice Séguin qui est très, très bon. Maurice Séguin, c'est quoi? C'est l'historien de l'École historique de Montréal, une école qui est souverainiste, indépendantiste, par rapport à l'École de Québec, qui est l'école fédéraliste, qui ont passé beaucoup de temps à célébrer la conquête comme un bienfait pour nous. Mais lui, Maurice Séguin, c'est plutôt le contraire. C'est que sa proposition, c'est assez simple, c'est à partir du moment où la défaite de la France arrive sur notre territoire, il y a annexion, puis cette annexion-là, c'est la cause de tous nos malheurs. Ça nous marginalise et là, ça a des effets au niveau politique, économique et culturel, des symptômes du colonialisme. OK? Et puis donc, au bout du parcours, l'annexion mène à l'assimilation. C'est Maurice Séguin, Jean Lamort. Et puis, Jean Lamort, lui aussi, il y en a contre le conservatisme de Lionel Groulx. Et puis, il va dire ici que le biographe de Lionel Groulx, qui est Charles-Philippe Courtois, dans sa biographie sur Lionel Groulx, il dit que cette représentation systémique fait en sorte que le paradoxe n'est pas toujours absent du propos de Séguin. Comme l'a très bien compris Groulx, même s'il trouve qu'il y a là comme un goût morbide. Par ailleurs, on ne peut en dire autant de son dernier biographe en date, le montage auquel il se livre pour nous présenter la pensée de Maurice Séguin en quelques lignes relève de la mauvaise foi manifeste. Il parle de Charles-Philippe Courtois. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, Courtois? On l'a ici. Tout simplement, il dit que Séguin s'amène à un pessimisme. Groulx parlait d'un pessimisme amer. Et que
il fait un lien avec Denis Arcand, le cinéaste, là où on est dans la déprime au Québec, après post-référendaire, etc. Puis bon, là, lui, il dit que ça, c'est de mauvaise foi. Maintenant, pour revenir à Lamonde, lui, il dit, Groulx, oui, il a été une figure qui était importante du nationalisme, mais c'est un nationalisme culturel. Et ici, à la page 21, il dit que Groulx, c'est vrai, en 1937, il nous a dit notre État français, nous le voulons, nous l'aurons, mais il souligne que cet État-là, c'est un État dans la Fédération qui ne remet pas en cause le statu quo. Donc, on a ces deux-là. Et là, on est exactement au point de bascule, parce que ça, c'était la première partie. On va arriver à la deuxième partie du vidéo. C'est que le problème qui s'est posé avec tous ces intellectuels-là, c'est qu'ils n'ont pas compris que le projet souverainiste, ou même un projet de garantir l'existence d'une nation française en Amérique, ça repose sur... C'est d'abord et avant tout une affaire d'État. OK? Mais là, lui, il dit, oui, mais l'État ici, c'est l'État dans le cadre de la Fédération, sans remettre en cause le statu quo. Bon, c'est ce qu'il n'a pas compris. Parce que les autres sont dans une logique, OK? Ils sont dans les sciences sociales, ils sont dans la logique du langage. Si tu es en train de dire que tu ne mets pas en cause le fédéralisme, c'est parce que rationnellement, tu ne le mets pas en cause. Mais on est dans un autre monde dans le politique, c'est que dans le parcours où petit à petit le Québec monte en puissance, Groulx a très bien compris qu'on n'était pas à l'étape de déclarer une guerre ouverte sur l'indépendance. Il va dire à la fin de sa vie, dans une interview à Radio-Canada en 1977, l'indépendance, oui, j'irai jusque-là. Parce que l'État, la première chose à faire, c'était de faire apparaître l'État du Québec, ses assises, et puis bâtir son autonomie. Lui, Groulx disait, ça va prendre 50 ans. Okay? On va avoir une différence entre des intellectuels qui pensent la politique dans le rationnel, puis d'autres qui la pensent dans la réalité. C'est ça. Alors donc, l'État du Québec apparaît en 1960, de facto, là, parce que le plan de Groulx, qui était l'architecte, ça, c'est que on peut résumer sa biographie, on voit l'architecte de l'État du Québec, c'est tout. Et donc, le père de la doctrine de l'État du Québec. Et puis, celui qui va prendre la suite de 44 à 60, c'est Maurice Duplessis, qui, lui, va bâtir l'autonomie. Et cette autonomie-là, c'est ce qui mène à ce que, en 1960, l'équipe du tonnerre va découvrir une puissance d'État. Et donc, ils vont utiliser ces leviers de puissance d'État-là pour faire la Révolution tranquille. On est dans une genèse d'un État qui pose les assises d'une nation et c'est pas la raison qui explique qu'on a changé d'identité d'un Canadien français à Québécois, justement, c'est parce que apparaît clairement les assises de l'État du Québec en 60, et donc le monde, ils s'identifient à leur territoire national à ce moment-là. C'est pour ça qu'on change d'identité. On voit qu'un État agit avec envergure quand même. Et puis donc, on est en 60 avec l'État qui apparaît. Et puis, il y a des indépendantistes qui, bon, souhaitent l'indépendance du Québec. Et puis, il y a deux approches. On a eu l'occasion d'en parler un peu. Il y a l'approche que je dirais des romantiques, qui sont André d'Allemagne, qui sont du aérienne, Bourgault, René Lévesque, Option Québec. Qui, pour eux,
le fait que l'indépendance soit d'abord une affaire de l'État, c'est pas tout à fait clair. C'est comme pour les autres intellectuels ici, c'est pas tout à fait clair. Mais une personne pour qui c'est tout à fait clair, c'est Daniel Johnson. Alors, Daniel Johnson, quand, vous savez, c'est pas épais, là, 125 pages, hein? Si vous éliminez le contexte historique qui est rappelé, vous avez peut-être 10-15 pages qui... C'est le dernier premier ministre, c'est très clair là-dedans, c'est le dernier premier ministre qui savait que l'indépendance du Québec, c'était une affaire d'État. Et puis, que c'était une démarche progressive, et puis qu'il avait très bien ajusté à quel endroit on était rendu dans cette dynamique politique-là. Alors donc, pour lui, la démonstration que c'est le dernier premier ministre qui avait une doctrine d'État, c'est quand il parle de, premièrement, quelle est la somme historique d'investissement qui fait qu'on a acquis un droit, le droit à l'autodétermination, qui pour lui est acquis. C'est dû à, bon, il y a un historique, il y avait 350 ans d'histoire à l'arrière, et il y avait la bataille de l'Union nationale de 44 à 60 pour se battre pour l'autonomie. Et pour lui, l'autonomie mène au droit à l'autodétermination et c'est ce qui ouvre les portes du possible. OK? Et donc, il parle de la nation, puis il dit la nation, c'est pas ethnique, c'est culturel, mais la nation devient politique quand elle adhère à son État. Alors, il rappelle que, pour prendre la mesure de la difficulté, qu'on nous nie le titre de nation et on nous nie le titre d'État. Alors, il fait un argumentaire là-dessus, sur l'État. Il dit, on nous dit qu'on a joint une confédération. Alors, c'est des États membres qui créent le gouvernement central et non le contraire. Alors, c'est ça son argument, c'est très simple. Donc, lui, il dit c'est un État, et puis, donc, nation, État, et là, il dit il faut faire reconnaître ça par l'État fédéral. Parce que, et puis là, on a la fameuse citation de Pierre Elliott Trudeau sur l'État du Québec, il dit, grosso modo, gars, les professeurs enseignent que le Québec est un État, c'est pas un État, c'est un district, tout ça, très méprisant comme. Mais on voit que, pour le fédéral, le braquage, c'est la non-reconnaissance de la nation et la non-reconnaissance d'un État du Québec. Ça, c'est très, très important. Et pour lui, la bataille était à ce niveau-là, à cette époque-là. Je rappelle que Jacques Parizeau, dans son livre publié en 1997, donc comme une trentaine d'années après celui-là, il dit c'était une stratégie très bien adoptée dans le contexte. Okay? Et là, arrive De Gaulle. De Gaulle va précipiter un peu la stratégie d'égalité ou indépendance parce que là, en se pointant au balcon, c'est une déclaration de guerre, là, et là, il allume toutes les forces qui s'opposeraient à l'indépendance, parce qu'ici, Daniel Johnson, c'était égalité. Or, Daniel Johnson sait très bien qu'il n'y aura pas d'égalité. Le Canada ne va pas reconnaître un État associé là, dans sa fédération. C'était pas la vision de Pierre Elliott Trudeau, on n'a pas besoin de s'obstiner longtemps là-dessus. OK? Donc, lui, sa stratégie, elle est, dans sa biographie, rappelée à page 303. Il dit que il savait qu'on était dans le cadre d'une conférence en 1967, constitutionnelle, et puis il voyait la suite. Il voyait que Trudeau allait arriver puis fermer complètement la porte à cette reconnaissance-là de l'égalité. Alors donc, sa stratégie, c'était
Et là, il y avait une portée au Québec pour savoir, nous sommes une nation, la Révolution tranquille était dans sa poussée, Québécois, nous sommes Québécois, etc. Et puis, l'État du Québec, que Jean Lesage avait proclamé partout, même aux États-Unis. Et donc, l'État du Québec, puis la nation du Québec, ici au Québec, là, lui, sa stratégie, donc, c'est de rappeler ici, c'est aussitôt qu'il se fait claquer à la porte, il va faire une constituante pour établir une constitution du Québec, laquelle constitution affirme que nous sommes une nation, nous sommes un État. On comprend? Et là, il prévoyait, c'était là-dedans, d'avoir ici au Québec, à l'époque, parce qu'il y avait une grande ferveur nationaliste, il prévoyait d'avoir un appui de 80 % dans un référendum pour sanctionner la Constitution. OK? Et donc là, on aurait été dans une autre dynamique. On comprend que lui, il est dans les affaires d'État. Il n'est pas dans un pays rêvé comme tous les autres. Cette indépendance-là se résume à un souhait. Un souhait qui postule que, de l'autre côté, on a des gens qui vont jouer le jeu démocratique, qui vont respecter les résultats que le peuple prendrait ici au Québec. Bon, c'est ça. Alors donc, Daniel Johnson va mourir, on ne va pas connaître la suite. Et puis, là, on va tomber avec Option Québec. On va tomber un peu avec la aérienne. D'ailleurs, Daniel Johnson, juste pour dire, c'est rapporté dans sa biographie ici, il a fait un offre aux aériennes, il a fait un offre à Pierre Bourgault, et puis pour venir joindre les rangs de l'Union nationale. Et puis, eux ont dit que il était ambivalent, Daniel Johnson, et que donc, eux autres étaient crispés conceptuellement sur l'indépendance, on crie ça partout, puis ça va se réaliser. Puis, ils ont refusé cette... OK? Alors donc, même chose pour René Lévesque, qui fait un argument, savoir égalité ou indépendance. Daniel Johnson, il ne sait pas sur quel pied il danse, il veut tout ci, il veut tout ça. Cette ambivalence-là, compte tenu des rapports de force en présence, puis de la dynamique politique en évolution, c'est exactement ce qu'il y avait à faire. C'est Jacques Parizeau qui le comprend 30 ans plus tard. Alors donc, pour souligner le fait que Daniel Johnson avait vraiment une doctrine d'État et qui allait éliminer les références britanniques dans notre décor à nous. C'est sous son gouvernement que l'Assemblée nationale, le nom de l'Assemblée nationale est apparu pour remplacer l'Assemblée législative. Et c'est sous son gouvernement que, c'est par la loi 90, que le Conseil législatif, qui est une espèce de Sénat au Québec, a été aboli. Et du même fait, par la suite, dans le libellé des lois, le mot « couronne » a été remplacé par « État ». Un autre fait aussi très important pour souligner, c'est que c'est l'Union nationale qui a mis en place une commission sur le territoire, une commission très importante, présidée par M. Henri Dorion, et qui puis ont produit un rapport en 50 volumes, une cinquantaine de volumes, et donc très important. Et on apprend quelque chose parce que M. Dorion, par la suite, il n'y a pas eu de gouvernements qui se sont vraiment préoccupés du territoire. Et puis, M. Dorion, il leur reprochait ça, finalement, quand il a publié son livre, dernièrement, l'année passée, pour rappeler, c'est une synthèse du rapport d'Orion, et puis pour rappeler que, justement, c'est une question qui avait été négligée,
peut-être le seul endroit où on s'est préoccupé du territoire, c'est au moment des études afférentes en 1992, c'est sous Robert Bourassa, là où il y a des experts qui viennent dire qu'en cas de changement de statut du Québec de province à État souverain, ce que tu possèdes avant, tu le possèdes après, c'est une formule latine, mais c'est ça. Et donc, les souverainistes ne se sont pas préoccupés de cette question-là de territoire. Et ce qu'on apprend, c'est que il va dire là-dedans, pour avoir une juste idée de ce que peut ou pourrait être le fonctionnement optimal d'un État et de son gouvernement, il est essentiel d'en définir précisément le territoire qui est un des éléments constitutifs fondamentaux de l'État. Et on apprend, page 263, là, M. Henri Dorion nous fait une révélation. Il dit qu'il était avec Daniel Johnson, puis la raison pour laquelle Daniel Johnson avait commandé la commission Dorion sur le territoire, c'est Daniel Johnson, et on cite, « Quand on veut faire un pays, il faut toujours savoir où il commence et où il finit. » Et là, il rajoute, M. Henri Dorion, ces quelques mots, jamais révélés au public, jusqu'à aujourd'hui, éclairent peut-être la pensée qui sous-tendait les propos de M. Johnson dans son livre comme dans sa position politique. Dans son livre comme dans sa position politique. Alors, on voit bien qu'il visait un pays. Alors, ça, c'est pour dire que il mettait en place des éléments de base pour s'en aller directement à son objectif, qui était l'indépendance. Et ça, son intention finale nous est révélée par un de ses proches dans un discours qui a eu lieu au Dîner des Patriotes en 2018 ou 2017, M. Antonio Flamand, qui était très près de lui, puis qui disait qu'il était décidé. Alors donc, pour ceux qui pensent qu'il était ambivalent puis il flottait, c'était juste un élément de tactique pour arriver à ses fins dans le contexte. Alors voilà pour la doctrine d'État de Daniel Johnson. Ma lecture, elle est géopolitique, mais j'aurais été incapable de faire cette lecture-là par moi-même. Je le dois à la rencontre des travaux de M. René-Marcel Sauvé, entre autres, qui a publié ce livre, qui a été formé dans l'armée canadienne, qui est un géographe, et puis qui m'a donné des clés de la géopolitique, savoir les intérêts, les rapports de force, les statuts, les grands principes, etc. Il faut comprendre que sans ces clés-là, j'aurais été dans l'illusion comme les autres. Et ça m'a forcé à revoir et à travailler, à fouiller. Puis à partir de cette grille géopolitique-là, à rentrer un peu plus dans la réalité de la politique, puis de voir que finalement, on s'est entretenu dans une illusion pour un grand moment. Et donc, la géopolitique fait de l'État l'objet premier de son étude. Et comme le projet de souveraineté ou même de garantir l'existence d'une nation pour la suite de l'histoire, c'est une affaire d'État. Donc, la géopolitique est, j'ai découvert ça, est incontournable. Or, ça, c'est parmi les intellectuels qui n'étaient pas dans l'illusion, là. Il y avait celle-là. Et puis, il y a peu de références, il y a peu de gens qui se sont, intéressés à sa lecture du politique, alors qu'elle est incontournable dans le cas du projet qu'on mène. Okay? Un autre qui m'a fait progresser beaucoup, puis qui m'a fait changer de cadre de lecture, mettons, le cadre stratégique, c'est que c'est Gérald Larose qui a publié un texte qui était marquant en décembre 2007
dans l'Action nationale. Le titre, c'est « Si j'étais chef ». Et puis donc, lui, là-dedans, c'est qu'il a compris que c'est la fin du référendisme et il fallait adopter une autre stratégie. Et son cadre stratégique, c'était de dire on doit adopter une doctrine qui est la gouvernance souverainiste. Il faut comprendre qu'on est dans le cadre des institutions britanniques, puis ce qui fait foi de tout, c'est pas un référendum, mais c'est un mandat de gouvernance quand tu es élu. Et puis que tu as le contrôle de l'État. Et donc, c'est un long texte que je vous invite à lire parce que ça va vous aider à comprendre peut-être la démarche de Legault, la CAQ, présentement, le gouvernement de la CAQ. Alors donc, là-dedans, il dit, gare, il faut tasser le référendisme et il faut poser des actes d'État. Et des actes d'État, entre autres, immédiatement doter le Québec d'une constitution, faire du français non pas une langue officielle, mais une langue d'État. C'est le premier qui parle de ça. Et puis donc, on accumule comme ça pour faire bouger les lignes. Alors donc, Gérald Larose, moi, à ce moment-là, ça m'avait impressionné. J'ai dit, là, avec M. Sauvé, puis lui, j'ai un complémentaire. On comprend là qu'on change de cadre stratégique et c'est ce cadre-là que moi, je me suis intéressé à ce cadre-là, à le développer, à le comprendre. Et puis, après ça, joint par des membres de l'équipe de Vigile. Et puis, c'est la doctrine de Vigile, ce cadre stratégique-là. On fait de la souveraineté, non pas un souhait, mais une somme. Alors, donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce que fait présentement le gouvernement Legault. Alors, je tiens à remercier, rendre hommage à ces deux personnes-là, M. Sauvé, M. Larose. Et puis, concernant M. Larose, j'avais réagi à ce texte-là, puis j'avais écrit un texte, puis je l'avais envoyé au devoir comme ça. Et puis, bon, le titre, c'était « Pauline, l'important, c'est Larose ». Pourquoi? Parce que c'était Pauline Marois qui était chef, puis je me disais, il faut absolument qu'elle comprenne ça, puis qu'elle adopte ce plan-là. Donc, il y avait là un plan, sauf que par la suite, ce qui se révèle, c'est que la direction politique qui avait adopté le plan n'a pas été à niveau avec ce plan-là. Alors donc, on est là, et puis, on est... l'illusion référendaire dans laquelle on est enfermé, OK, que j'appelle le référendisme, OK, parce que c'est une doctrine politique. Et puis, on en sort difficilement. En tout cas, les intellectuels ne sont pas capables de nous sortir de là pour nous emmener dans la réelle politique, dans le jeu des intérêts des rapports de force des États. Et puis, il y a l'élection du 1er octobre a eu pour conséquence quoi? De nous sortir de là, par la force des choses. La nation qui a un instinct de 400 ans d'histoire avec un vent de face, eux avaient abandonné, ils avaient congédié le référendisme. Okay? Les gens se l'ont pas perçu, là, mais c'est ça. Alors, tout ce qui flottait sur cette illusion-là du référendisme, le 1er octobre, c'est ça qui a mangé à claque, là. On comprend? Alors, on refait nos forces, une cohésion nationale, dans le but d'arrêter la régression tranquille. Okay? C'est important de voir que le parti qui a pris le pouvoir, la CAQ, a publié en 2015 un programme, puis que dans ce programme-là, sur le volet nationaliste, il y a une référence directe à l'élection de 1966, le slogan de Daniel Johnson, « Le Québec d'abord ». Alors, j'imagine, si on a pris ce slogan-là, c'est parce qu'ils ont lu la plaquette, OK? Et cette plaquette-là a plus d'intelligence politique qu'un camion plein de
brassage intellectuel qui nous mène dans cette illusion-là vers le cimetière des nations. Et donc, puis là, on cherche Legault, est-il souverainiste encore ou fédéraliste? Ni un ni l'autre, bien au contraire, comme dirait. Tu sais, il faut chercher quelque part des indices, savoir où est-ce qu'il s'en va, parce que j'ai l'impression qu'on est revenu un peu à l'ambivalence de Daniel Johnson, c'est assez clair, puis que il dit, dans son livre, il écrit un livre, OK, pour se présenter, hein, ils font tout ça politiquement, puis c'est ça. François Legault écrit un livre, Cap sur un Québec gagnant. Ça a l'air d'un titre slogan creux qui n'a pas de portée, sauf que à page 280, pour dire dans quelle situation on est, OK, par rapport au référendum et au référendisme, comment lui est sorti du référendisme concrètement, et c'est important parce qu'il est au pouvoir, il a le levier de l'État dans les mains, OK? Alors donc, bon, il dit, un troisième référendum conduirait à une autre défaite et donc à un nouvel affaissement de notre rapport de force avec le Canada. Fait que, y es-tu dans l'essentiel là? OK? Il faut garder l'avenir ouvert pour que toutes les options demeurent possibles. Comprenez? Égalité ou indépendance. Hein? Mais pour garder l'avenir ouvert, il faut affermir les rapports de force. Donc, lui, dans la doctrine politique d'édifier l'État du Québec, bâtir un rapport de force, puis nécessairement être dans une dynamique de rupture. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a la carrure d'un chef d'État? Est-ce qu'il y a la compréhension en profondeur de ce petit livre-là? Je ne sais pas, OK? Sauf que il y a des actes d'État qui sont posés présentement concernant la charte de la laïcité. La charte de la laïcité, c'est quoi? C'est finalement une attaque directe, frontale, au cœur de la doctrine d'État du Canada, qui est le multiculturalisme. OK? On l'a fait dans une autre capsule, je veux juste, parce que là, c'est d'actualité, parce que la charte est contestée. La charte canadienne a une clause d'interprétation, l'article 27, qui dit que le tribunal doit interpréter la cause, prendre une décision en fonction de la promotion du le multiculturalisme au Canada, c'est ça. Dans la loi 21, la Charte du Québec est modifiée pour avoir une clause d'interprétation, qui est le Québec est un État laïque. Alors, on voit bien là qu'il y a une nation qui se nomme par un acte d'État qui est fondamental et que c'est une collusion frontale et on voit tout le bruit autour. Et quand on a fait la dernière vidéo, là, on réfère à plusieurs vidéos, mais gars, cassez-vous pas la tête, là. La négation de la nation, Eugénie Brouillet, la constitutionnaliste, elle nous démontre que l'intention derrière l'évolution du Code constitutionnel et de la Cour suprême et des décisions judiciaires vise la négation de notre nation. Et là, elle fait apparaître des principes que la Cour suprême a développés, c'est-à-dire l'incapacité provinciale et le principe fédératif. Or, ces deux principes-là sont évoqués dans la poursuite. C'est là-dessus que s'appuie la contestation. OK? Alors donc, là, François Legault, il vient de terminer cette session-là. Il y avait un volet sur l'immigration, c'était deux gros dossiers. On comprend qu'elle n'a pas amené
au menu d'autres dossiers où il aurait fallu qu'il ouvre d'autres fronts importants sur des batailles, etc. Mais dans le cas de la contestation, dans la dynamique politique qui suit, parce que sur la base des deux éléments que je viens de donner, l'incapacité provinciale, le principe fédératif, c'est évident que la Cour va dire qu'il ne peut pas y avoir deux régimes juridiques au Canada sur les droits fondamentaux. Regarde, le Québec va perdre. OK? C'est ça. Donc, en prévision de ça, pour renforcer la position du Québec, j'espère qu'ils ont dans les cartons le projet de doter le Québec d'une constitution, puis prendre cette charte-là de laïcité, puis l'inscrire, l'enchasser, comme disait Trudeau, l'enchasser dans la Constitution, comme le Canada a fait avec sa charte. OK? C'est tout. OK? Et là, ce qui arrive, c'est que ce qui se préciserait, c'est tout simplement qu'il y a deux États qui se confrontent, enfin, et non pas une gang d'intellectuels, OK, qui brassent des idées puis du vent pour se confronter à un État qui, pour ce pouvoir-là, la force prime de droit. Alors donc, François Legault, quand il dit qu'il faut bâtir les rapports de force, je l'écoute, je l'entends. Mais là, c'est sûr que, bon, dans le cabinet de la CAQ, là, il y a du monde que c'est pas à niveau. Là. Fait que toute la question, c'est de savoir, est-ce que à l'intérieur de ça, il y a un noyau doctrinal, on pourrait dire, qui a minimalement une doctrine d'État capable de mener cette lutte-là. Puis il faut comprendre que c'est une lutte existentielle, là, tu sais. Parce que ça, c'est très important. Je vous conclure là-dessus, c'est que les intellectuels, depuis une cinquantaine d'années, ils ont abandonné l'idée qu'on était face à un défi existentiel. Okay? Ce que Groulx comprenait très bien, puis ce que Daniel Johnson comprenait très bien, okay, c'est existentiel. Pour eux autres, c'était plus existentiel. C'était pour produire un projet de société qui serait un peu différent du Canada, peut-être. OK, bon, regarde. Fait que c'est ça. Fait que là, on revient, j'espère que ça va apparaître, le défi, c'est celui-là. Puis quand tu sais que ce défi est celui-là, tu prends les moyens. OK? Tous les moyens sont bons pour mener cette lutte-là. C'est une lutte pour que une nation française en Amérique existe pour la suite de l'histoire. Fait qu'on est inscrit là-dedans. Merci.